C'est les petits films d'Alain Cavalier. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle 24 portraits. C'est des portraits de, je crois, 6 ou 7 minutes. Il y en a un avec une brodeuse, il y en a un avec une souffleuse de verre, il y en a un avec une opticienne. Et là, vraiment, j'ai trouvé une relation vraiment exemplaire de l'ethnographie, qui est le partage, qui est l'échange entre le cinéaste et l'artisane. C'est des films sur l'artisanat féminin traditionnel. Bon, Alain Cavalier, il est aussi l'auteur d'un film qu'il appelle Le Filmeur. Moi, je trouve les 24 portraits complètement exemplaires de ce que doit être une relation ethnographique, une relation qui est assez proche de l'amitié, qui est une relation dans laquelle il y a échange, il n'y a pas du tout en ethnographie extorsion d'informations, mais partage d'une expérience. Donc je dirais Alain Cavalier, et puis un autre du cinéaste iranien Kiarostami, Ten. Alors ça se passe dans un taxi, et là, alors le taxi, il évolue dans les rues de Téhéran, et il va prendre en charge plusieurs patients, plus, plusieurs acteurs, excusez-moi. Et là, on va découvrir la socialité de la ville avec ses différents passagers. Et je trouve que, à l'inverse comment dire, d'une scénographie statique, un peu comme moi ici, là, il y a une mise en situation. Il y a une mise en situation. Alors, donc, c'est un film qui est totalement un film de fiction et totalement un film documentaire. Donc, mais il n'y a pas que lui. Je trouve que le cinéma iranien, il nous apprend beaucoup. À côté de Kiarostami, il y a Panahi, vous voyez, qui fait pareil avec la ville de Téhéran. Et je dirais encore un autre. Donc j'ai dit Alain Cavalier, Kiarostami, et je pense qu'il y a le film du réalisateur chinois Jia Zhangke qui s'appelle Useless. Là, c'est un film documentaire sur 3 modes de production des tissus. On voit le tissage artisanal traditionnel, le tissage en grande série, en grande production, et puis la mode contemporaine. Je trouve que c'est d'une précision, d'une rigueur et d'une beauté exemplaire. Bon, alors, si on continue à parler un peu du cinéma, pas seulement les films que tout ethnographe, tout ethnologue doit avoir vu, je retiens ces 3-là, mais par contre, pas par contre, mais aussi, moi les films qui m'ont vraiment marqué, dans le cinéma, quand on s'intéresse au cinéma, il y a 4 ou 5 films de base. Il y a Murnau, L'Aurore. Il y a le cinéma de Dreyer, qui est un cinéma en noir et blanc. Ça s'appelle Ordette ou Vampire. Il y a Mizoguchi, Conte de la lune vague après la pluie. Moi, je crois que c'est par ce film que je suis arrivé vers le Japon. C'est en voyant ce film, Conte de la lune vague après la pluie, il y a vraiment un travail de cadrage, le travail de tout ce que peut apporter le cinéma en noir et blanc qui est exemplaire. Et puis il y a, parce qu'il ne faut pas rester uniquement, le cinéma il est international, il n'est pas européen,
il y a Satyajit Ray, hein, qui est indien, hindou. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Le Maître de musique. Ça, ce sont les films. Pour moi, ce sont les films de base qu'on doit voir pour essayer d'intégrer l'histoire du cinéma. L'histoire du cinéma, elle est faite dès son origine d'une tension entre le documentaire et la fiction. Hein? Il commence là où j'habite, à Lyon, avec les Frères Lumière. Il y a les Frères Lumière, hein, qui est un cinéma complètement documentaire. Hein. Le voyage à La Ciotat, la sortie des usines Lumière. Et puis il y a Méliès. Il y a Méliès, lui, qui introduit de la fiction, de la fantaisie. Et le cinéma, il est toujours traversé par cette tension entre, je dirais, pour prendre des exemples contemporains, les Frères Dardenne, hein, puisqu'on est ici en Belgique, les Frères Dardenne, qui sont du côté du réel, du cinéma du réel, et les Frères Cohen, où on est dans la fantaisie et dans la fiction. Alors ce qui nous rapproche de l'ethnographie, c'est des films, pour moi, là il y a des cinéastes contemporains considérables, c'est Raymond Depardon. Et puis, c'est très différent, mais c'est pas loin de notre activité, c'est Agnès Varda. Hein, il y a vraiment une précision documentaire et aussi une fantaisie, donc je dirais tout ce qui nous rapproche de notre anthropologie, ce qu'on appelle le cinéma du réel, essayer de capter le réel à l'état brut, et ben c'est ce qui vient d'Italie. C'est Rossellini, Rome ville ouverte, Allemagne année zéro. Et dans la filiation du cinéma du réel, pour moi, certainement Maurice Pialat. Et le meilleur de Maurice Pialat, pas À nos amours, mais La maison dans les bois, qui est ce long récit qui se passe pendant la guerre de 14. Donc, dans le cinéma du réel, je place ça. Pialat, les Frères Dardenne, ou aujourd'hui Abdelatif Kechiche, La graine et le mulet. Voilà. Alors, il y a... j'essaye de rapprocher le cinéma de l'anthropologie. J'arrive pas à penser l'anthropologie sans le cinéma, parce que je pense qu'elle précède le cinéma. Je pense que l'inverse, le cinéma précède l'anthropologie, qu'elle souvent va nous montrer des choses qu'on n'avait pas vues. Si l'on veut comprendre les transformations, pour moi, alors là, il y a le cinéaste majeur du Japon qui est Ozu, et qui montre les minuscules transformations dans la famille, comment une jeune fille qui va se marier et son père vont s'éloigner. C'est des transformations imperceptibles. Comment le Japon est en train de se transformer à partir de la famille. Si l'on veut comprendre les transformations, je dis Ozu, si l'on veut comprendre la destruction, la disparition, alors il y a deux films. Il y a À l'ouest des rails de Wang Bing. C'est pour moi, avec Jia Zhangke, l'un des cinéastes chinois qui a le plus apporté. À l'ouest des rails, ça filme la disparition d'une immense usine presque en temps réel. Comment la relation au travail est en train de disparaître, comment la société chinoise est en train de se transformer. Et puis, autre film de la disparition, c'est Désolation de Bellatar. Désolation. Bellatar, c'est un cinéaste hongrois là, qui a vraiment fait un travail d'une originalité dans ce que j'ai pu écrire sur le cinéma, je
je fais souvent la relation avec Wittgenstein. Parce que Wittgenstein, vous savez, quand il a enseigné à Cambridge, hein, parce que toute l'œuvre de Wittgenstein, à part le Tractatus qu'il écrit à l'âge de 27 ans, c'est un texte, et après c'est oral, son enseignement. Mais chaque fois, après tous ses cours, Wittgenstein allait au cinéma à Cambridge, et vous voyez des films, des films américains, des films hollywoodiens, des films sans aucune valeur artistique, esthétique, mais il adorait, il adorait. Et alors il faut que vous vous souvenez que le seul livre qu'il ait écrit, le Tractatus, se termine par ce qu'il appelle la proposition 7. Ce que nous ne pouvons pas dire, il faut le taire. Donc c'est une injonction au silence qu'il écrit à l'époque où le cinéma est muet. Et quand le cinéma sort de son silence, quand il devient parlant, en gros c'est en 1928, Wittgenstein ne se tient pas du tout au silence, il continue à parler. Et alors, ce que l'on ne peut dire, il faut le taire, c'est une injonction au silence, mais il y a une seconde proposition dans Wittgenstein qui est ce que nous ne pouvons pas dire, nous pouvons le montrer. Et c'est ça le cinéma, vous voyez. C'est montrer par des images ce qui ne peut pas être dit. Alors évidemment, hein, ça concerne plutôt le cinéma muet que le cinéma parlant, mais ce que nous ne pouvons pas dire, nous pouvons le montrer. Nous pouvons le montrer par des formes artistiques. Et puis, il y a ce second renversement dans une troisième proposition où il dit ce que nous pouvons montrer, il faut tenter de le dire. Ce que nous pouvons montrer, il faut tenter de le dire. C'est là où Wittgenstein rejoint et la psychanalyse et l'anthropologie. Parce que notre travail, anthropologie, logie, ethnologie, anthropologie, ça, c'est pas du tout la mystique de l'ineffable, de l'indicible. C'est essayer de dire ce qu'il est difficile de dire. Hein, c'est ça le défi. Donc, vous voyez pourquoi le cinéma, il n'est pas seulement complémentaire. C'est pas, pour moi, il n'a pas seulement une fonction illustrative. C'est pas du tout illustrer une thèse. C'est pas le texte qui est le plus important. C'est pas ça, mais qui doit être exclusif. Le cinéma, il a une fonction épistémologique. C'est pleinement un mode de connaissance. C'est pas un divertissement, mais ça peut être, et ça doit l'être aussi, parce qu'il y a ce côté ludique dans le travail du montage cinématographique. Mais donc, vous voyez pourquoi c'est complètement nécessaire, plus que l'accompagnement d'une démarche anthropologique, dans ce qui la propulse. C'est ce que vous expliquez dans Leçons de cinéma pour notre époque. Vous avez ajouté politique du sensible. Oui, parce que je tiens à lier les deux mots qui paraissent peut-être un peu antagonistes, parce que sensible est va plutôt être interprété du domaine du privé, du domaine de l'intime, mais le cinéma, il a une dimension politique, donc je dis politique du sensible, parce que le cinéma, il n'est fait que de morceaux de son et de fragments d'images. Il travaille dans le sensible, et c'est un mode de connaissance qui vraiment est ethnographique, même lorsque le film est un film de fiction.